Bonjour à tous et bienvenue sur Michael Jackson le podcast. Je suis Michel Piscopo et étant fan de la première heure, j'avais envie de vous faire découvrir, au fil de ces prochaines semaines, un artiste de génie et un homme d'une grande générosité. Un homme avec ses défauts bien sûr, mais aussi avec ses qualités qui a donné sa vie aux autres afin de divertir et de procurer de la joie au monde entier. Il s'agit de Michael Jackson. Sachez que cette série de podcasts, l'un des rares podcasts sur Michael Jackson en français, est extrait de mon livre Michael Jackson, mon étoile, disponible sur Amazon en format livre numérique. Au mois de janvier 1996, Michael tourne le clip devant accompagner le titre They Don't Care About Us sous la direction de Spike Lee. Il rejoint le célèbre réalisateur à New York dans un studio transformé pour l'occasion en prison. En effet, Spike Lee souhaite filmer Michael dans un lieu dur et cruel pour illustrer la chanson aux paroles acerbes. C'est donc, menottes au poignet, que Michael démarre le tournage de son nouveau clip vidéo. Côté vie privée, alors qu'il est toujours officiellement marié à Lisa Marie, Michael, âgé de 38 ans, éprouve le besoin d'être père. Mais Lisa Marie tarde à le satisfaire à ce niveau. Debbie Rowe, son infirmière personnelle et amie de longue date, lui propose ses services pour porter son futur enfant. Elle tombe rapidement enceinte, mais fait une fausse couche. De plus, les relations entre Michael et sa femme, Lisa Marie, ne sont plus au beau fixe. Ainsi, le 18 janvier, Lisa Marie dépose officiellement une demande de divorce. Les raisons invoquées sont des différends irréconciliables. De son côté, le porte-parole du chanteur affirme qu'ils resteront bons amis. Début février, Michael se rend à Dona Marta, un bidonville situé au sud de Rio, au Brésil. N'étant pas totalement satisfait de la première mouture qui le place dans un décor carcéral, Michael souhaite réenregistrer un nouveau clip avec Spike Lee pour sa chanson They Don't Care About Us. Ainsi, il s'envole pour Rio du 10 au 17 février afin d'y tourner la version Brésil du clip They Don't Care About Us. À peine Michael a-t-il foulé le sol brésilien qu'une nouvelle polémique éclate. Certains dirigeants politiques, voyant d'un mauvais œil l'arrivée du chanteur dans un quartier pauvre du pays, prétendent que la vidéo de Michael Jackson risque de ternir l'image de Rio, candidate à l'organisation des Jeux Olympiques en 2004, en montrant la pauvreté et l'insalubrité qui règnent dans les bidonvilles brésiliens. Les autorités locales interdisent donc tout simplement le tournage de They Don't Care About Us dans les favelas de Rio. C'était sans compter sur un membre du gouvernement qui déclarera quelques jours plus tard « Il serait pire pour l'opinion internationale de censurer le tournage que de montrer la réalité des bidonvilles ». Ce sont donc plus de 180 personnes qui débarquent à Dona Marta, visa en bonne et due forme en poche, afin de tourner la nouvelle version de They Don't Care About Us. Mais une nouvelle fois, Michael attise la jalousie, et ses détracteurs font courir les rumeurs les plus farfelues. Dans ce cas précis, Michael aurait payé, sous la table, la mafia locale afin de pouvoir y tourner sa vidéo. Les médias relayent cette information à travers le monde et une nouvelle fois l'image de Michael est ternie. La vérité sur cette affaire est que le bidonville de Dona Marta est réellement contrôlé par une mafia locale qui ne laisse personne pénétrer sur son territoire sans agrément. Ainsi, la société Skylight, s'occupant de la production du clip au Brésil, a proposé à plus d'une soixantaine de personnes vivant dans la cité d'être engagées pour maintenir l'ordre et la sécurité durant le tournage, étant rémunérés comme des employés faisant partie de l'aventure. À aucun moment, et contrairement à la rumeur qui a suivi, ni Michael, ni sa société de production n'aura négocié quoi que ce soit avec des trafiquants de drogue. Toujours est-il que le tournage du clip se passe sans encombre et la population brésilienne, présente dans les rues de Dona Marta, est ravie de pouvoir approcher Michael Jackson d'aussi près. I used to dream, I used to glance beyond the stars. Now I don't know where we are. Oh no, I know we're drifting far. Le 18 février, Michael arrive à Londres. Il doit participer à la cérémonie des Brit Awards le lendemain. Le 19 février donc, Michael est attendu sur scène pour interpréter son titre Earth Song. Après quelques notes, alors que le chanteur est posté sur une grue qui surplombe l'assemblée placée devant lui et que de nombreux figurants sont présents sur scène, un homme y fait irruption et tente d'interrompre le spectacle. Montrant ses fesses et faisant des gestes vulgaires et déplacés en présence d'enfants, l'homme est rapidement pris en charge par la sécurité. Le jeune homme se débat, bouscule des figurants, puis après s'être libéré, regagne le milieu de la scène pour se moquer ouvertement de Michael Jackson. Une fois de plus, la garde rapprochée de Michael et la sécurité des Brit Awards saisissent fermement l'individu pour l'expulser hors de scène. Michael, quant à lui,
termine sa prestation sans se rendre compte de ce qui vient de se passer. Le sinistre auteur de ces agissements n'est autre que le membre fondateur du groupe de rock Pulp, dont il est le chanteur et le guitariste. Son nom est Jarvis Cocker. Alors qu'il rejoint la salle afin d'assister au spectacle comme si de rien ne s'était passé, la police vient le trouver pour l'emmener au poste afin d'y être interrogé. Il lui est reproché d'avoir provoqué une bousculade et d'avoir blessé 3 enfants, dont un qui aurait une côte fêlée. Jarvis Cocker sera libéré sous caution après avoir passé une nuit au poste de police. Dans la culture pop britannique, Michael Jackson reste l'artiste d'une génération et c'est d'ailleurs le nom du trophée, spécialement créé en son honneur, que Michael reçoit des mains de Bob Geldof lors de la soirée des Brit Awards. Alors que Michael continue sa route vers d'autres aventures, Jarvis Cocker écume les plateaux télé et continue de justifier ses actions stupides auxquelles prennent part la majorité du public ainsi que d'autres artistes comme Sting et Boy George. Michael Jackson devient non seulement une cible pour les médias, mais aussi pour le public et ses collègues artistes. Plus que jamais, il devient, s'il ne l'est déjà, celui qu'on adore détester. Alors que la controverse bat son plein, Michael s'envole pour Paris pour se rendre une nouvelle fois à Disneyland où il passe quelques jours de repos. Début mars, le single They Don't Care About Us sort en Europe et est accompagné de 2 clips vidéo. Le premier se passe au Brésil, dans les rues d'un bidonville et dure près de 7 minutes. Le chanteur porte un simple jeans, un t-shirt et un gilet aux couleurs du pays sur lesquels sont inscrits le nom du groupe de percussion qui l'accompagne tout au long de la vidéo, Holodome. N'en déplaise à certains, They Don't Care About Us détient bel et bien un message antiraciste et Michael sait s'entourer pour bien faire passer son message. Il déambule dans des ruelles hautes en couleurs et régulièrement les habitants de Dona Marta apparaissent à l'écran. Michael se montre totalement accessible et détendu. La seconde vidéo, très peu diffusée, est plus agressive. Des images d'archives violentes introduisent le clip et un message d'alerte sur la brutalité de certaines scènes est mis en préambule. Michael est en prison, il porte une tenue de détenu et des menottes aux poignets. Des téléviseurs installés dans sa cellule diffusent des images de haine et de cruauté. Michael veut se battre contre ces injustices dont le monde est victime et pour cela il va se présenter une fois encore en leader. La tension monte lorsque tous les pensionnaires de la prison suivent le chanteur dans ce qui ressemble à une mutinerie. Les gardiens craignent pour leur sécurité et à grand renfort de coups de matraque font régner l'ordre. Les pas de danse de Michael sont de plus en plus agressifs et il crie sa colère. Michael fait honneur à tous ceux qui rêvaient de le voir derrière les barreaux suite à l'affaire Chandler. La dernière image montre Michael dans une ruelle de Dona Marta au Brésil. Il est libre. Au cours du mois de mars, une rumeur se propage dans la presse selon laquelle Michael serait en train de travailler avec Stan Winston, réalisateur et grand spécialiste du maquillage et des effets spéciaux au cinéma, et Stephen King, écrivain, grand maître des romans d'horreur et fantastique. Un court-métrage serait en préparation, écrit par Stephen King et réalisé par Stan Winston. Il s'intitulerait Ghost et inclurait la chanson Too Bad. Rien d'officiel n'est encore confirmé. Du 19 au 24 mars, Michael revient en France. Il séjourne quelque temps à l'hôtel Georges V, puis au Disneyland Hotel. Officiellement, Michael cherche un château en France. Il en visite d'ailleurs quelques-uns, mais ne trouvera pas son bonheur. La vraie raison de sa présence en France est sa rencontre avec le prince Al-Walid, afin de régler les derniers détails d'un nouveau partenariat et d'annoncer lors d'une conférence de presse la création d'une nouvelle société, Kingdom Entertainment. Après l'industrie musicale et son catalogue ATV, Michael veut investir dans le monde du divertissement et c'est avec un homme d'affaires avisé qu'il s'associe. À travers Kingdom Entertainment, l'ambition de Michael et de Al-Walid est le développement de divers domaines du divertissement, films d'animation, multimédia, programmes télévisés, parcs d'attractions et cinéma. Les domaines de prédilection de cette nouvelle entreprise sont très ambitieux. Et la première action que mènera Kingdom Entertainment sera la prochaine tournée mondiale de Michael Jackson, le History Tour. De retour aux États-Unis, Michael démarre début avril le tournage de son court-métrage Ghost en Californie. Durant 2 mois, et dans le plus grand secret, Michael et Stan Winston préparent une vidéo survitaminée bourrée d'effets spéciaux. Au mois de mai, Debbie Rowe tombe à nouveau enceinte. Ce sera le premier enfant de Michael Jackson. Le 8 mai, Michael arrive à Monaco pour participer au World Music Awards. Durant la cérémonie, il est assis au premier rang et assiste au spectacle. Alors que l'heure de sa prestation arrive, le prince Albert de Monaco introduit Michael Jackson et une vidéo retraçant les moments forts de sa carrière est diffusée dans le Sporting Club de Monaco. Pendant ce temps, un globe géant apparaît sur scène. Sur les premières mesures de la chanson Earth Song, le globe se scinde en deux,
laissant apparaître une lumière éblouissante par laquelle on distingue la silhouette du chanteur. Assez classiquement, Michael exécute sa prestation. Le moonwalk, la pointe des pieds, le robot, les ventilateurs géants, tous les pas de danse et les poses mythiques sont présentés. Tandis que les notes de Earthsong sont jouées au piano à la fin du morceau, Michael exécute quelques pas de danse improvisés, puis, alors que tous les micros sont fermés et que la prestation était en playback, Michael hurle des « Tell me what about it ». L'émotion est palpable dans la salle et les fans présents sont hystériques. Le final est semblable aux Brit Awards quelques semaines plus tôt. Mais la soirée n'est pas encore finie pour le chanteur puisqu'il recevra pas moins de 5 récompenses lors de la cérémonie. Meilleur artiste masculin de l'année 96, meilleur artiste américain, meilleur artiste tout confondu, meilleur artiste R&B, record de la plus grosse vente de tous les temps pour Thriller. Le 13 mai, Michael est de retour en France. Il séjourne à l'hôtel Plaza Athénée de Paris. Durant quelques jours, il visite quelques châteaux dans la région parisienne, puis finit par retourner aux États-Unis, où toute l'équipe du court-métrage Ghost l'attend de pied ferme pour continuer le tournage. Fin mai, le single They Don't Care About Us sort en single aux États-Unis. Le titre ne dépassera pas la 30e place dans les classements américains. Plus que jamais, l'Amérique boude son fils prodige. Début juin, Michael s'associe à nouveau avec Kenny Ortega afin de mettre sur pied un nouveau spectacle. Basé sur le Dangerous Tour, car le sultan de Brunei, un petit état situé dans le nord de l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est, souhaite fêter dignement ses 50 ans et offrir à son pays un concert gratuit du roi de la pop lui-même. Ainsi, et afin de préparer une nouvelle tournée, Michael et Kenny Ortega commencent à mettre sur pied les fondements du prochain History Tour. Première étape, en guise de test, le sultanat de Brunei. Le 7 juin, Evan Chandler poursuit à nouveau Michael en justice. Mais cette fois, le chanteur ne sera pas le seul visé puisque Lisa Marie, Diane Sawyer, Sony Music et la chaîne de télévision ABC sont également visés par Chandler. La raison invoquée est une rupture de l'accord confidentiel signé entre Chandler et Jackson en 1994. Chandler accuse le chanteur et son ex-femme d'avoir parlé de l'affaire qui les avait opposés en 1994 lors de l'émission Primetime Live en juin 1995 avec Diane Sawyer. Les demandes de Chandler n'aboutiront jamais. Au début du mois de juillet, Michael Jackson est à l'aéroport de Van Nuys, en Californie, afin d'y tourner la vidéo qui accompagnera la chanson Stranger in Moscow. C'est dans l'un des grands hangars désaffectés que Michael tourne Stranger in Moscow sous la direction de Nicolas Brandt, déjà à l'origine des clips Childhood et Earthsong. La vidéo de Why, l'une des chansons que Michael a offerte à ses neveux les 3T, est également tournée durant cette période. Le 16 juillet, Michael donne son premier concert gratuit au Gérudonk Amusement Park devant 60 000 Brunéens survoltés. Reprenant principalement les gimmicks du Dangerous Tour, Michael démarre son concert avec la même vidéo d'introduction sur la musique du Carmina Burana de Karloff. Michael apparaît brutalement sur scène avec la technique du grille-pain et reste immobile devant un public en délire. Le 18 juillet, Michael arrive à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il est attendu pour assister à l'anniversaire des 78 ans de Nelson Mandela. Le 24 juillet, après avoir passé la nuit incognito au Plaza Athénée de Paris, Michael s'envole pour les États-Unis pour continuer les répétitions du History Tour. Peu de temps avant de démarrer la tournée History, 2 singles sortent dans le commerce. Il s'agit donc de Stranger in Moscow, tiré de l'album History, et de Why, tiré de l'album des 3T, Brotherhood. Les 3 neveux de Michael, et fils de son frère Tito, avaient sorti leur premier album un an plus tôt sous le label de Michael, MJJ Music. Anything fut le premier single extrait de l'album et en pleine période boys band, le groupe connaît rapidement le succès, particulièrement en Europe. La 3e bombe lancée par les 3T est donc un titre offert par leur oncle et composé par Babyface, Why. Initialement prévu pour figurer sur History, Michael participe activement à ce morceau puisqu'on peut l'entendre chanter le refrain tandis que ses neveux se partagent des couplets. Pour promouvoir le single, Michael apparaît également dans le clip vidéo en compagnie de Taj, TJ et Taril. Tous les 4 paraissent très complices devant la caméra. En parallèle de Why, Stranger in Moscow inonde les chaînes de télévision européennes. La vidéo se base sur l'idée de rendre 5 personnages totalement étrangers à tous ceux qui les entourent pour faire transparaître leur isolement. Pour ce faire, le réalisateur Nick Brandt raconte l'histoire d'une femme blanche, d'un homme noir, d'un SDF, d'un jeune homme d'une vingtaine d'années et de Michael Jackson. Chacun d'entre eux, enfermé dans une profonde solitude, voit le monde qui les entoure vivre au ralenti. Alors que la voix de Michael se fait plus agressive, la pluie tombe et les 5 personnages principaux se hâtent sous les gouttes d'eau qui tombent du ciel, comme pour se purifier de leur mal-être.
La pluie est également un gage de tristesse qui entoure les personnages et spécialement Michael, qui écrit cette chanson dans sa chambre d'hôtel à Moscou durant le Dangerous Tour en 1993, en pleine affaire Chandler. Empreint de mélancolie, le clip tourné en noir et blanc offre de superbes images de slow motion. Le 4 septembre, malgré peu d'enthousiasme, Michael, poussé par sa maison de disques pour promouvoir son album, arrive à Prague en République tchèque afin d'y donner le coup d'envoi de son History Tour. Depuis son arrivée à Prague, Michael reste assez discret. Le 7 septembre, battant ainsi son record d'influence personnelle, Michael débute sa tournée devant 125 000 spectateurs. Le public présent ce soir-là découvre l'énorme scène imaginée par Michael pour son History Tour. C'est une réplique de la porte de Brandebourg que les spectateurs ont en face d'eux. Sur les écrans géants, des images de synthèse apparaissent. Il s'agit d'un hangar spatial dans lequel se trouve un curieux véhicule en forme de cône qui a l'air d'être posé sur des rails. À l'intérieur de la fusée roulante, on découvre un homme portant un casque opaque et futuriste qui se présente comme étant Michael Jackson. Le bolide s'engage alors sur les rails à travers un univers irréel dans lequel se côtoient des monuments, des œuvres d'art et des personnes célèbres sur fond d'extraits de la musique de Michael Jackson. Les écrans se figent et une énorme explosion retentit sur la scène du History Tour. La navette a heurté la scène. Elle émerge d'un amas de fumée et apparaît aux yeux d'un public sous le choc. Malgré les nombreux projecteurs présents sur scène, on ne distingue aucune silhouette à l'intérieur de la navette. Mais Michael est à l'intérieur et il y reste quelques secondes. D'un violent coup de pied, il expulse la porte de la navette qui le séparait de son public. Ce dernier explose lorsqu'il voit le chanteur apparaître. Son visage est caché par un casque et il porte une armure noire. Michael descend lentement de sa fusée pour atterrir sur scène et se tient face à son public tandis que la navette redescend sous la scène. Alors qu'une voix lui indique que la scène est accessible, Michael se retourne et enlève son casque. Ce n'est que lorsqu'il fait volte-face que le public découvre son visage. Les premières notes de Scream démarrent et Michael enlève l'armure qui lui recouvrait le torse et laisse celle qui lui recouvre les jambes. Le History Tour démarre et Scream sonne comme une mise en bouche à un spectacle qui doit en mettre plein la vue au monde entier. Michael enchaîne les titres et un formidable feu d'artifice est déclenché dès la fin du concert, permettant aux 125 000 spectateurs de reprendre leurs esprits alors qu'ils viennent tout juste d'assister à un spectacle hors du commun, celui du plus grand artiste de tous les temps. Au mois d'octobre, Michael est en Grande-Bretagne, où il doit, en toute discrétion, achever la bande-son du court-métrage qu'il prépare en secret avec Stan Winston, Ghost. Tandis qu'il se rend en Nouvelle-Zélande, la rumeur de grossesse de Debbie Rowe se répand comme une traînée de poudre dans tous les médias du monde. Michael est obligé de diffuser un communiqué dans lequel il explique que Debbie Rowe est enceinte et que son enfant devrait naître vers le début de l'année 97. Après son concert au Sydney Cricket Ground le 14 novembre, le chanteur et Debbie Rowe se rendent au Sheraton on the Park Hotel afin d'officialiser leur union. Ainsi, peu après minuit, soit le 15 novembre, Michael épouse Debbie Rowe en toute discrétion dans la suite présidentielle de l'hôtel. Malheureusement, les rumeurs les plus folles continuent de circuler au sujet de sa relation avec Debbie Rowe, malgré un communiqué de presse qui avait été diffusé la veille de son mariage et qui officialisait médiatiquement l'union de Michael et de Debbie. Au cours de la soirée du 15 novembre, Michael se rend dans le plus grand cinéma de Sydney afin d'assister à la première projection australienne de son court-métrage Ghost. Le 19 novembre, des milliers de fans attendent le chanteur devant le Piccadilly Movie Theatre de Tokyo. C'est à cet endroit qu'a lieu la première japonaise du court-métrage Ghost. Michael assiste à la projection en compagnie d'une centaine d'admirateurs ravis. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Michael Jackson et revenir sur la légende. À bientôt.